Tessin, c'est Pépère Ludo et je suis heureux de te retrouver aujourd'hui. Surtout qu'aujourd'hui je suis en extérieur et on est aujourd'hui au parc Astérix devant la zone Moyen-Âge rue de Paris. Il y a quelques jours je t'ai parlé des rapports de la Grèce antique et le parc Astérix avec mon ami Guigui qui va arriver parce qu'aujourd'hui... Salut Tessien. Il va nous expliquer un petit peu qu'est-ce que fait tout ça ici par rapport à l'histoire. Donc par rapport à l'histoire, il va l'expliquer, mais moi je t'ai déjà expliqué pourquoi il y a la rue de Paris au parc Astérix. Donc je t'invite à aller voir la petite vidéo parce que effectivement il y a un rapport. Bon du coup, comme on est là mon petit Guigui, est-ce que tu as des choses à nous dire sur la pièce maîtresse de cette zone? Alors les tours amoureuses de leur nom, elles sont là de façon assez amusante on va dire, parce que on voit que c'est de l'architecture du Moyen-Âge, de l'architecture médiévale, mais ça n'a pas été fait au hasard parce qu'on voit qu'il y a deux visages qui sont dessinés dans la pierre, mais on reprend des éléments d'architecture. Par exemple les yeux des personnages, ce sont des meurtrières, des ouvertures qui existaient dans les maçonneries et qui ont été utilisées pour les yeux. Il y a un petit détail en revanche qui est du Moyen-Âge assez tardif on va dire, c'est la bouche qui se trouve à droite. Cette bouche de forme carrée, ça c'est une canonnière, et les canonnières elles sont arrivées à la toute fin du Moyen-Âge dans les constructions médiévales. Et puis il y a toute l'architecture qu'on peut trouver sur une entrée de château ou une entrée de ville avec normalement un pont-levis, sauf que là c'est pas un pont-levis qu'on a ici. Il se lève pas. Non, il reste à plat parce qu'il n'y a pas tout le matériel pour le faire bouger. En revanche, il y a les chaînes qui normalement auraient dû servir à lever le pont. Les chaînes, elles ont été reprises pour faire une sorte de collier sur les visages des tours. Donc le pont, c'était pas un pont-levis, c'est un pont dormant. Et à l'origine, je sais pas si tu te souviens, il y avait comme des cils pour la fille et du coup ça faisait un truc en bois. C'était une espèce de volet, oui, effectivement. Voilà, c'était juste pour l'anecdote. Bon, l'idée de la vidéo, c'est qu'en plus de te donner des petites infos sur l'histoire ou des rapports entre ce qu'il y a dans le parc et ce qui s'est vraiment passé dans l'histoire, c'est aussi de marquer l'histoire, car la rue de Paris et la zone Moyen-Âge va bientôt disparaître. Voilà, on rend un petit hommage. Donc derrière moi, je pense que c'était une aire de jeu à l'époque, d'où le sol un petit peu mou. Et en fait, on voit des vestiges de ce que faisaient les artisans à l'époque. On voit aussi des choses en construction, donc on voit un peu comment fonctionne une marche. Et en fait, ils empilaient. D'ailleurs, peut-être Guigui, il a un truc à nous dire sur les marches et les épées des chevaliers, non? Alors les marches, telles qu'on peut le voir, c'est un seul modèle, et ce modèle il est répété à l'infini selon le nombre qu'il va falloir pour arriver jusqu'en haut de l'escalier, et on faisait tourner les escaliers toujours dans le même sens pour, en cas d'attaque, pouvoir se défendre plus facilement. C'est-à-dire que ça tournait dans le sens, pour monter dans le sens des aiguilles d'une montre, ce qui fait que comme la plupart des gens étaient droitiers à l'époque, ils apprenaient le maniement des armes avec la main droite. Ceux qui tiennent l'épée de la main droite, dans l'escalier, se retrouvent dans la partie centrale et ils sont coincés par le pilier au centre de l'escalier. Et ceux qui en revanche se défendent et donc sont en haut de l'escalier, eux ils ont la main droite qui est libre, puisque c'est dans la partie extérieure la plus large, et ils ont plus de champ pour justement donner des grands coups d'épée. Donc ils se défendent plus facilement que les ennemis ne peuvent attaquer. Et ouais, on apprend des choses. Et je pense qu'il y a une petite référence aussi du fait que c'est en construction, car on verra après, il y a une cathédrale en construction. Là ici, tu m'as dit que ça ressemblait à une grue. Ne manquez pas notre nouvelle comédie. Alors oui, ça ressemble vraiment à la façon dont on construisait une grue, sauf que il manque derrière, donc dans le fond, une espèce de cage écureuil où il pouvait avoir un ou deux hommes qui montaient, qui marchaient dans ces trous, et ça tirait la corde qui permettait de lever la charge. Et puis ce qui manquerait aussi pour finir, ce serait une possibilité pour faire tourner un peu la grue pour pouvoir déplacer plus facilement les blocs de pierre. Mais une chose est sûre, c'est que c'était pas des écureuils qui montaient dessus, c'était quand il y avait le spectacle de rapaces. Parce qu'il y a longtemps, il y avait des rapaces, donc du coup il y avait un monsieur ou une dame là-haut qui envoyait son aigle vers un autre monsieur qui s'occupait des rapaces. Des fauconniers. Des fauconniers, voilà. C'était des vrais par contre. Dans cette zone, tu as un restaurant, la Halle des Chevaliers, et si tu regardes tout en haut, il y a un poulet en guise de girouette. Alors vu qu'à la Halle des Chevaliers on mange du poulet, est-ce que c'est fait exprès? Emblème de la France, j'en sais rien, mais en tout cas c'est sympa. Je suis sûr que tu as déjà fait une photo dans ce pilori, voilà, que on trouve derrière les tours amoureuses. Donc du coup, c'est là où les gens qui avaient fait une bêtise étaient punis au Moyen-Âge. Alors, un petit détail quand même, tout le monde appelle cet endroit le pilori, sauf que ce n'est pas un pilori.
Son nom exact, c'est une échelle de justice. Le pilori, c'était un poteau tout seul, beaucoup plus massif que celui-ci, sur lequel il y avait des chaînes et un espèce de cerceau en métal pour mettre le coup, ce qu'on appelle un carcan. Et les gens étaient accrochés toute la journée à ce poteau avec les chaînes et jusqu'à ce que leur punition soit terminée. Le but, c'était la même chose que pour l'échelle de justice, c'était d'être présenté à la foule et qu'on se moque d'eux en fait. Et puis l'échelle de justice qui se trouve ici, il y avait aussi tout un procédé. Les gens qui venaient pour justement leur sentence, ils se mettaient à genoux devant et ils demandaient pardon. Donc imagine, pardon, je suis désolé d'avoir fini le paquet chips, et hop, ils font le tour. Et puis une fois qu'ils sont en place, ils mettent les mains et la tête à l'intérieur et ils restent comme ça ensuite pendant des heures. Nous au parc, on a la possibilité de retirer la tête, mais eux, c'était vraiment calé de façon à ne pas pouvoir sortir. Et ça pouvait durer comme ça pendant plusieurs jours. Et du coup, est-ce que les gens leur jetaient des tomates? Ah, les tomates au Moyen-Âge en Europe, c'est un peu compliqué. C'est un peu plus tardif, on va dire. Oui, puis bon, les gens avaient peut-être pas d'argent à gaspiller. La nourriture, pour jeter des tomates, mangé à l'époque. Ouais. Ouais. Bon, il y a des belles choses ici. Hein. Ah, mais ils sont là, Guigui. Bon, ici, il y a pas mal de choses à dire sur l'architecture. Alors il faut regarder vraiment, avoir l'œil dans tous les recoins, mais globalement déjà ce qu'on peut dire sur cette partie du Moyen-Âge, c'est qu'on a plusieurs architectures représentées. Par exemple, si on regarde ici la façade où il y a énormément d'ardoises, l'ardoise c'était quelque chose de très précieux, assez rare, qu'on trouve surtout dans la région d'Angers. Et donc quand on en a à Paris, quand on en a à Strasbourg, quand on en a à Dijon, c'est des importations. Et puis l'architecture ailleurs, on peut reconnaître du style de Beauvais avec les briques au milieu du bois, enfin différentes choses qui sont mélangées pour nous donner une sensation de village du nord de la France, parce qu'il y a très peu de styles du sud de la France. Même différentes marques, par exemple sur la pierre, juste devant les toilettes, il y a 2 arcades. Ces arcades, on voit qu'elles ont une couleur un peu spéciale. C'est pas de la pierre blanche comme il y a partout ailleurs. Et en général, quand on voit sur les vieux bâtiments, c'est souvent les églises qu'on voit des pierres rouges comme ça. C'est qu'à un moment donné, dans leur histoire, ces pierres ont subi le feu, le bâtiment a brûlé et on a rebâti avec et le bâtiment continue d'exister. Donc, est-ce que ça pourrait pas avoir un lien avec potentiellement quelque chose qui a existé là avant? C'est ce qu'on se pose comme question, parce qu'à l'époque, c'était pas ce décor-là, c'était un peu plus carton-pâte. Là où il y a Obélix et Astérix au Moyen-Âge, c'était les trésors du duc de Berry. Et je crois que le décor, il a pas tenu longtemps. Alors, est-ce que c'est le feu ou pas? J'en sais rien. Est-ce que c'est pas une petite référence? Ou le fruit du hasard, mais auquel cas, le hasard fait bien les choses. Oui. Il y a un autre restaurant que j'ai envie d'intégrer dans cette zone à travers le temps, c'est le restaurant du lac. En fait, à l'origine, il s'appelait Arcimoldo, faisant référence à Giuseppe Arcimoldo, un peintre italien du XVIe siècle qui peignait des visages avec des fruits. J'ai vu qu'il y avait une petite sainte là-haut. Oui, il y a effectivement sur la façade en pierre là-bas, il y a effectivement une statue que l'on retrouvait. Alors ça peut être la Vierge qui est représentée très souvent ou un saint en particulier. Et il y en avait dans de très nombreuses rues médiévales. Et ça servait à remplacer en quelque sorte les chapelles pour pas avoir des chapelles forcément partout. Et quand on passait devant la statue, on faisait une petite prière, soit pour se souhaiter quelque chose dans un domaine particulier, auquel cas c'était un saint en particulier, ou alors une prière générale pour tous les jours. Par exemple, 4 fois par jour, toutes les 6 heures, donc 6 heures, midi, minuit, il y avait la prière de l'Angélus où la vie s'arrêtait et il y avait une cloche qui sonnait, la cloche de l'Angélus, et à ce moment-là tout le monde s'arrêtait et faisait une prière pour la Vierge. Donc peut-être que avoir des statues de la Vierge un peu partout permettait aussi de faire cette prière sur l'espace public. Bon, là on a un petit easter egg, on a Astérix et Obélix en Moyen-Âge, et en dessous on a une horloge un peu bizarre qui nous indique qu'il y a 14 heures. Oui, c'est un peu bizarre effectivement, parce que au Moyen-Âge les horloges astronomiques existaient. Ça permettait de connaître les phases du soleil, de la lune, d'avoir toutes les indications, et puis plus c'était technique, plus c'était compliqué, plus ça coûtait cher, et plus ça permettait à la personne qui avait financé cette horloge de montrer son pouvoir. Donc très souvent c'était des rois, mais ça pouvait être aussi des ducs. N'importe quelle personne de la noblesse qui ait suffisamment d'argent pour l'offrir. Et c'était présenté souvent dans les endroits les plus fréquentés, les places de ville, les rues principales, les bâtiments les plus importants, comme à Paris, sur l'île de la Cité, sur le Palais. Et donc cette horloge, effectivement, elle indique 14 heures. Normalement, elle devrait indiquer 12 heures ou 24 heures, c'est aussi possible. Elle indique 14 heures, peut-être que c'est pour nous dire, en plus des aiguilles qui tournent dans n'importe quel sens, que ça nous indique au final midi à 14 heures. Peut-être, c'est un fou en plus. Et est-ce que ça serait pas aussi, à ce qu'on disait tout à l'heure, une ref aux très riches heures du duc de Berry? Mystère. Et du coup, mon petit Guigui, à côté de la petite dame, il y a des aigles.
Oui, alors on voit effectivement cette façade, quand on prend le temps de la regarder, elle a quelque chose de particulier par rapport aux autres. Elle a l'air d'être en pierre sur une bonne partie de sa hauteur. Alors peut-être que c'est juste de l'enduit entre les fenêtres, mais les fenêtres déjà elles-mêmes elles sont en pierre. Les autres autour, on voit que la plupart sont en bois, et donc forcément des fenêtres en pierre, ça veut dire que c'est plus cher, donc c'est quelqu'un qui est plus riche. Et sur ces fenêtres, on voit des vitraux qui montrent 4 aigles à 2 têtes. Et l'aigle à 2 têtes, alors j'ai recherché un petit peu, c'est beaucoup en Allemagne, l'Empire romain germanique, ça va être la Serbie aussi, et puis en France, il n'y a qu'un seul exemple, c'est Bertrand du Guesclin. Qu'on voit un peu plus loin dans le parc. Effectivement, qu'on retrouve un peu plus loin. Et donc cette maison qui a l'air plus riche, on voit aussi la porte d'entrée principale. C'est de la ferronnerie qui est finement travaillée. Ça ressemble de façon très simple même à la porte d'entrée de Notre-Dame de Paris. C'est à peu près le même style de motif en beaucoup plus simple, mais ça montre que la personne qui habite ici a de l'argent. Donc étant donné que Bertrand du Guesclin c'était un des chevaliers du Moyen-Âge et de la guerre de 100 ans parmi les plus importants et les plus puissants, ça peut être sa maison qui est représentée symboliquement ici. Il y a aussi les bouteilles de verre. Alors oui, on voit au-dessus les fenêtres. Beaucoup sont en bois, je disais, et puis il y en a certaines, on les voit avec des volets, et puis d'autres qui n'ont pas de volets. Alors cette raison, elle est très simple, c'est parce que à l'origine, les fenêtres, c'était compliqué d'avoir du verre pour faire des vitrages, donc on avait plusieurs techniques. Soit on ne mettait pas de vitres, et auquel cas c'était en plein courant d'air, et la nuit surtout, ou même quand il pouvait pleuvoir, pour s'abriter un petit peu, on avait un volet qui refermait, et on voit les volets qui sont représentés, il y a quand même une toute petite ouverture pour faire une aération. Et au-delà de ça, quand on a la possibilité d'avoir des vitres, soit on a des petits carreaux qui vont être coulés à plat, mais toujours sur des petites tailles parce que c'est très compliqué de couler du verre au Moyen-Âge, et soit on a la possibilité de couler des espèces de pâtes qui vont être de forme circulaire, quelque chose d'assez plat, d'assez épais et d'assez circulaire, et donc ça va être des verres sous forme de cul de bouteille comme on dit. C'est un espèce d'assemblage qui est ensuite fait avec ces formes-là, et on voit c'est quand même très fragile. Donc c'est pour ça qu'on a aussi des barreaux en métal devant pour justement sécuriser la fenêtre. Petit truc cool, quand tu te rapproches de cette fontaine, tu vas voir. Magie! Elle se met en route. Bon, on est juste à côté, et elles sont un petit peu bizarres quand même, les maisons. On dirait qu'elles vont se casser un peu la figure. Est-ce que c'est normal ou... Ah oui, à l'époque, elle se cassait vraiment la figure. Là, on nous a montré un point de construction qui a atteint son maximum. Tu le sais très bien, pourquoi on a construit sous cette forme-là. C'est par rapport à la façon dont les impôts étaient faits à l'époque. Oui, on en parle sur Planet Coaster, parce que je fais un parc sur le thème Moyen-Âge, et du coup, on fait pas mal de petits bâtiments comme ça. Et donc, à l'époque, les impôts pour calculer les surfaces, c'était fait uniquement au niveau du sol. Et tout ce qui comptait dans les étages, c'était juste par rapport à ce qu'il y avait au sol. Donc pour gagner de la place, pour essayer d'avoir une maison la plus grande possible, on construisait sur des encorbellements, c'est-à-dire des corbeaux. Et les corbeaux, ça va être ces petites structures en pierre qui vont permettre d'élargir la maison d'étage en étage. Et là on voit un exemple de corbeau rez-de-chaussée en pierre, puis d'autres corbeaux après en bois, et ce qui permet d'agrandir au fur et à mesure la maison. Sauf qu'à un moment donné, déjà les rues elles peuvent être très étroites, ça peut atteindre 3, 4, 5 mètres, pas plus, généralement les petites rues médiévales. Et donc quand les maisons arrivent au 3e, 4e étage, il n'y a plus que 1 mètre des fois qui sépare les deux maisons. Et puis ces structures qui vieillissent avec le temps, au bout d'un moment, tout ça commence à être fébrile et à commencer à vaciller. Donc ce que l'on va faire, c'est qu'on va étayer tout ça en mettant des poutres entre les différentes maisons pour faire en sorte qu'elles se soutiennent entre elles. Alors ça a l'avantage de payer moins cher en impôts, ça a l'inconvénient en revanche quand il y en a une qui brûle, de transmettre le feu à tout le quartier ensuite. Et ce qui fait qu'après par la suite les maisons encorbellement, elles ont été interdites pour ça. Ça devait être super sombre les rues. Ah oui, en termes d'hygiène déjà, il y a les égouts qui passent au milieu de la rue, donc faut imaginer. Alors il y a une expression d'ailleurs qui est liée à ça, puisque les rues étaient normalement dans les grandes villes plutôt pavées, et puis on pavait de façon à ce que les bords le long des maisons soient plus hauts que la partie centrale qui servait de caniveau. Et ce qui fait que il y avait aussi un ordre de circulation. Les gens les plus pauvres circulaient plus vers le milieu, là où il y avait les déchets de toutes sortes, parce qu'il n'y avait pas le tout à l'égout dans les maisons non plus. Et puis les gens qui étaient un peu plus riches, les plus nobles, eux, ils étaient sur la partie la plus élevée. Et donc le long des façades. Ce qui fait que ça donnait l'expression tenir le haut du pavé. Ce qui fait que quand on est bien vu, quand on fait partie des gens les plus aisés, on est sur la partie la plus haute du pavé de la rue. Et donc on a les chaussures les moins crottées. Et du coup, Guigui, elles sont faites en quoi les maisons? Alors les maisons, on voit principalement le rez-de-chaussée, c'est fait en pierre. La pierre, on n'est pas allé chercher très loin, c'est en gros les caves. Quand on creuse les caves, on va récupérer toutes les pierres
Souvent, ce sont des pierres de toutes sortes, de toutes tailles, et on va les empiler pour faire les murs du rez-de-chaussée. Et à partir de ce moment-là, on obtient des caves. Et quand on va creuser encore plus ces caves, ça va donner les premiers réseaux de souterrains dans les villes. Et tout ça va être relié entre eux. Et puis après, pour les étages, on va construire avec du bois. Donc on va avoir un cadre en bois, c'est ce qu'on appelle le colombage, qui va ensuite donner les différents carrés. Et ces carrés, on va les remplir avec ce qu'on appelle du hourdage. Et le hourdage, c'est là, en fonction des régions, qu'il va y avoir différentes natures, différentes formes. Par exemple, on a celle-ci, c'est du bois qui est croisé et on remplit ensuite avec du mortier, on va recouvrir avec de l'enduit et dans d'autres régions, on va mettre de la brique. Donc il y a certaines maisons qui sont représentées dans la zone où le remplissage est fait en brique. Après, ça peut être aussi même de la faïence. À Beauvais, par exemple, il y a aussi de faïence qui est mis à la place de l'enduit. Et donc ça permet d'avoir différents styles. En fonction des styles, on reconnaît les régions aussi. Et donc tout ça, ça donne ce que l'on appelle le colombage. Mais le terme exact pour parler de ce type de maison, normalement, c'est de parler de maison à pans de bois. Puisque le colombage, c'est juste la structure, le cadre en bois qui soutient l'ensemble de la maison. On est devant un vestige des artisans, parce qu'à l'époque, il y avait par exemple de la poterie, et on a une enseigne comme ça, le pot de terre, fournisseur officiel du roi Jean sans Terre depuis 1251. Oui, mais là, il y a un problème, parce que le roi Jean sans Terre, c'est le petit frère de Richard Cœur de Lion, et il est mort en 1216, donc on est très loin de 1251. En parlant d'anciennes, est-ce qu'il n'y a pas un petit truc à dire sur les enseignes au Moyen-Âge ? C'était un moyen de repère à la base. Là, ça sert à raconter des anecdotes, mais à l'époque, c'était pour identifier, puisque les gens ne savaient pas lire pour la plupart, mais par contre, ils reconnaissaient les images. Et donc, pour justement identifier un commerce, on utilisait par exemple une poterie pour le potier, on utilisait du vitrail pour les vitriers, et ainsi de suite. Et ce qui fait que, par exemple, on avait des hôtels qui représentaient un lion en or, et c'était un jeu de mots. C'était pour dire au lion d'or. Alors quand on le dit moins vite, ça fait au lit, on dort. Et ça désignait un hôtel en fait. Et là derrière nous on a le bouillon de Godefroy. Qu'est-ce que c'est que ce truc ? Alors bouillon de Godefroy, là aussi on est dans le jeu de mots. Mais cette fois c'est pour désigner Godefroy de Bouillon. Donc c'est la première croisade où il était à la tête. Et il a été le premier souverain du royaume de Jérusalem. Donc en tant que terre chrétienne reprise justement aux musulmans à ce moment-là. Et d'ailleurs, au bouillon de Godefroy, tu as ce beau vitrail avec Obélix en train de siroter son petit bouillon. Chut, on est devant un gisant, faut pas parler trop fort. Bon, Guigui, on est devant un gisant. Oui. Quel est ce gisant ? Eh bien, c'est Bertrand du Guesclin. Bertrand du Guesclin, on le reconnaît avec son symbole ici, l'aigle à deux têtes, avec la bande qui traverse. Normalement, c'est un aigle qui est noir, avec une bande rouge. Et puis, il y a le modèle quasiment identique qui existe à la basilique Saint-Denis. Il fait partie des quelques chevaliers importants de l'histoire de France qui ont le privilège d'être enterrés, alors maintenant surtout symboliquement enterrés, auprès des rois et des princes de France. Et donc ce gisant, on voit qu'il reprend tous les codes des gisants que l'on faisait pour les rois, avec une position allongée, avec les mains jointes en prière, mais avec des vêtements qui ne suivent pas la gravité. On voit tout autour, il est sur une sorte de lit de mort, on voit qu'il y a des draps, on voit le drapé des draps qui va changer en fonction de l'appui du corps qui est posé dessus, mais la gravité ici elle n'a pas lieu, tout tombe vers ses pieds, puisque malgré son apparence de mort, en réalité c'est l'image de l'homme vivant qui est représenté et qui prie pour rejoindre le paradis. Du coup, ce monsieur, c'est l'équivalent de Jeanne d'Arc, mais au masculin. Alors, quelques décennies, oui, c'est ça, quelques décennies avant l'épopée de Jeanne d'Arc, on a un équivalent masculin, il part vraiment de très loin, c'est une petite famille noble, et le problème, c'est que Bertrand, lui, il est petit, assez chétif, et au final, il arrive quand même à se démarquer, et c'était lors de joutes, d'un tournoi, il affronte tous les chevaliers, et il était complètement dissimulé derrière son casque, personne ne savait qui il était. Il avait pas arboré ses armoiries, rien. Et il faisait partie, en gros, des challengers. Et il se retrouve, au final, au dernier tour, à combattre son père. Et à ce moment-là, le chevalier qui était caché, masqué, a refusé de combattre son père. C'était l'honneur de l'époque. On combat pas son père, même pour un jeu, parce que déjà, à l'époque, on risque de mourir dans un tournoi. Donc là, ce père, il dit, mais chevalier, pourquoi tu te dissimules comme ça ? Pourquoi tu veux pas nous dire qui tu es ? Pourquoi tu veux pas combattre ? Et là, il retire son casque, et le père est ému aux larmes de voir son fils qui a vaincu tous les autres chevaliers, et à partir de là, il regagne l'honneur de la famille et l'amour de son père, et il devient le grand chevalier qui va mener toutes les batailles après pour le roi de France, donc Charles V. On est juste à côté de Bertrand du Guesclin, et en fait pour accéder à Bertrand du Guesclin, il faut passer par
ces arches qui sont, je te disais tout à l'heure, une cathédrale en construction. Alors là, on voit effectivement le chantier, c'est comme si on y était, au moins sur une petite section. Et quand on regarde un peu le style, alors c'est surtout les piliers à la base, ronds comme ça, on a l'impression d'être un peu dans Notre-Dame de Paris. C'est le début du gothique, et ça suit un peu une certaine logique, puisque les églises qui sont dans le décor de la rue de Paris Moyen-Âge, ce sont des églises qui étaient jusqu'à présent plutôt romanes. Et là, on est dans le style qui vient juste après, le gothique, mais le gothique primitif, avec justement des piliers qui vont pas tout de suite s'élancer vers le ciel, ça va être des piliers qui vont faire des stades. On voit le chapiteau au-dessus du pilier là, avec des feuillages, avec de la verdure, ça va marquer une coupure. Et le gothique, après lui, quand il va commencer à devenir de plus en plus important et de plus en plus travaillé, il va plus avoir de coupure. On va partir du sol jusqu'à la voûte en une seule volée. Donc c'est ce qui permet de se dire que ce style-là, c'est le style gothique primitif. Et les échafaudages, on les voit tels qu'on pouvait les construire en appui justement sur la structure, sur les piliers, et ils vont s'élancer vers le ciel au fur et à mesure que la construction va avancer jusqu'à pouvoir ensuite poser les voûtes en pierre. Et juste à côté, tu as l'entrée d'un château fort, comme tu peux voir ici avec la Hertz. Et en fait, c'est le Café aux Dalles. Et d'ailleurs, dans le Café aux Dalles, tu as une représentation d'Obélix sous forme de casque. Bon, du coup, on va changer d'époque. Donc là, on est passé après la partie Moyen-Âge. Donc ici, par rapport à l'historique, au tout début, c'était un petit peu Versailles, comme tu peux voir sur les images ici. Et puis après, on est passé en mode mousquetaire. Donc je crois que c'est un petit peu plus tard, ça. Oui, alors il y a eu un petit bouleversement dans la chronologie. Donc Versailles, c'est fin 17e, c'est Louis XIV. Et puis, on est passé à l'époque des mousquetaires. Et la grande époque des mousquetaires, c'était le père de Louis XIV, Louis XIII. Donc début 17e. Bon, on a quand même du coup des vestiges du spectacle des mousquetaires. Donc là-haut, c'est écrit tous pour un pour tous, la devise des mousquetaires. Et du coup, là-haut, c'était là où était joué le spectacle. Bon, après, c'est vrai que c'était un petit peu le bazar, parce que comme les gens regardaient en bas, ça bloquait un petit peu la rue, mais bon, c'était vraiment sympa. Bon, du coup, on est maintenant devant un bâtiment, car au final, dans cette partie-là, c'est beaucoup de choses qui ont disparu. Et ici, il y a une imprimerie Gutenberg. Alors le petit souci avec cette imprimerie Gutenberg, on peut voir à travers la vitre effectivement tous les détails, mais dans la chronologie il y a un petit souci, puisque là on est sorti déjà, on a fait quelques mètres en dehors du Moyen-Âge, on est au XVIIe siècle, qu'il s'agisse de Versailles au tout début et puis au final des Trois Mousquetaires, ça reste du XVIIe siècle. Et là l'imprimerie Gutenberg, c'est marqué, on voit la date sur l'outil, c'est 1462. Donc là on a fait un retour de plus de 2 siècles quand même. Bon, le bâtiment que tu vois ici, en fait, c'était le théâtre de la Fontaine, parce que maintenant c'est Métamorphosis à l'intérieur. Ici, c'était le marché Saint-Benoît, si je ne me trompe pas. Eh bien, je me trompe, car c'était le Grand Saint-Nicolas. Et oui, l'histoire de la rue de Paris est tellement riche que même moi, je me trompe. Donc, c'était une boutique. En 2012, ils avaient essayé de refaire quelque chose avec du verre, beaucoup. C'était assez sympa. Et le marché Saint-Benoît, c'est la boutique où il y a le Café aux Dalles maintenant. D'ailleurs, dans la partie intérieure, là-bas, tu avais Robert Estienne. Étonnamment, j'ai pas de photo de Robert Estienne. La seule archive que j'ai trouvée, c'est dans ce fascicule que tu avais à l'époque. En fait, c'était un petit jeu qui te permettait de découvrir un petit peu la rue de Paris. Tu devais aller dans les boutiques et tu avais des cadeaux à gagner. Et du coup, on voit un petit peu la boutique qui était une papeterie. Et tu avais pas mal de gros livres en guise de décor. Et même avant un Café aux Dalles, c'était une boutique, c'était des armes à l'intérieur, des vrais. Bon, il y a un petit point de restauration aussi qui est pas très souvent ouvert, mais je pense qu'il était plus à l'époque, parce que là pareil il y avait des choses. C'était à l'Arbre de la Liberté, mais par contre j'ai pas d'infos, donc si tu sais ce que c'est, dis-moi ça en commentaire. Qui s'appelle Au Cadet de Gascogne. Il y a des épées. Est-ce qu'il n'y aurait pas un rapport avec les mousquetaires? Eh oui, c'est aussi pour ça qu'elles sont 3 les épées, c'est pour faire référence justement aux 3 mousquetaires, parce que les cadets de Gascogne, ça fait référence à des soldats qui étaient enrôlés dans les familles plutôt nobles, mais où c'était pas les aînés, c'était ceux qui venaient après, ce qu'on appelle les puinés, et on les appelait les cadets, parce que c'était pas les frères aînés, c'était les suivants, les cadets, et les premiers qui se sont lancés là-dedans venaient de Gascogne, donc la région d'Aquitaine, entre l'Atlantique et les Pyrénées, où justement ça a été les premiers à se lancer dans les armes des mousquetaires, et au final c'est devenu l'institution des cadets de Gascogne. Et parmi les plus connus, il y a le célèbre D'Artagnan, qui est un personnage historique, alors que Athos, Porthos et Aramis ce sont des personnages fictifs. Lui il a vraiment existé, avec une histoire très différente quand même de ce qu'il y a dans l'histoire. Et puis il y a aussi Cyrano de Bergerac, donc un autre personnage aussi connu, qui est aussi un personnage historique. Qu'on retrouve je crois dans la boutique.
Oui. Il me semble qu'il y a des références. Des petites références. Et Albert le 5e mousquetaire, est-ce qu'il a existé? Ah, il existe dans l'âme de ceux qui l'ont connu enfant. Oui, ça, il est indétrônable. Il y aurait eu des spaghettis à la sauce bolognaise, on était bon. Dans cette partie, tu as une boutique qui s'appelle les Sucreries de Scapin. Faisons référence aux fourberies de Scapin de Molière. En parlant de Molière, tu as une autre référence ici. Donc au bourgeois gentilhomme, et là c'est le gourmand gentilhomme. Et comme on en est à parler de boutique, il y a une boutique dont on n'a pas parlé, c'est le Chaperon d'Or que tu retrouves à l'intérieur de la partie Moyen-Âge. Bon, du coup, on est devant la seule attraction de la zone, les chevaux du roi. Donc avant, il y avait le Transdémonium. Je t'ai fait une vidéo il n'y a pas longtemps si t'es intéressé. Bon, j'ai tendance à l'oublier, mais il y a le mini carrousel aussi en attraction. Juste à côté, tu as l'escadrille des As. Donc oui, on est d'accord, c'est dans la zone viking. On est d'accord, ça n'a aucun rapport avec la zone viking. Mais il faut savoir que cette attraction, à l'origine, se situait à l'entrée de Main-Basse sur la Joconde. Bien sûr, avant qu'il y ait Main-Basse sur la Joconde. Et ici, on reconnaît quelque chose qu'on a vu un petit peu avant, j'ai l'impression. Eh ben oui, on a vu là où il y avait l'atelier des sculpteurs, on a vu des pierres qui étaient commencées à être sculptées, travaillées, et au final on voit à quoi ça devait ressembler. Donc il y a toute une ceinture qui a été faite, et puis la dernière qui restait en démonstration pour montrer comment on passe d'un gros bloc brut à ensuite à un bloc qui est taillé, et on voit comment c'est assemblé. Il y a le motif qui est toujours le même, qui est répété pour faire l'ensemble du tour, sauf que un coup il est tourné dans un sens, un autre coup il est tourné dans l'autre, ce qui fait que quand on le regarde de loin, on a la sensation d'une vague tout autour de la construction. Et pour les assembler, forcément c'est posé sur le sol, et pour le tenir, il y a ce que l'on appelle une agrafe. C'est exactement comme les agrafes, les petites agrafes que l'on a, sauf que là c'est une agrafe énorme, et c'est quelque chose qui se faisait au Moyen-Âge pour justement faire tenir les parties plus fines. Les murs des cathédrales par exemple, qui sont très fins. Dès que c'est fin et fragile, on va le maintenir avec des agrafes. Bon, du coup, par contre, Chevaux du Roi, on a monté les époques, c'est un petit peu hors sujet aussi, j'ai l'impression. Chevaux du Roi, le titre, ça va encore, puisque on est encore dans le 17e là où nous sommes, et le roi au 17e, c'est quand même Louis XIII, Louis XIV, il y a Henri IV avant eux. Bon, c'est encore très royal, mais le problème c'est quand on regarde les chevaux, tels qu'ils sont présentés, c'est des chevaux qui sont là pour le tournoi, et le tournoi, ça s'arrête au cours de la Renaissance. Voilà, donc on n'est pas trop dans l'époque. Et bon, tant qu'on est dans les époques, j'aperçois derrière toi, on voit un peu la prise de la Bastille. Donc est-ce que c'est un vestige de l'époque où il y avait Versailles, où on veut te faire avancer dans le temps, sachant que là-bas on va vers 1900? C'est une progression logique, puisque alors qu'il s'agisse de Versailles autrefois ou des Trois Mousquetaires maintenant, au final c'est du XVIIe siècle, et ce qui suit le XVIIe c'est le XVIIIe, et l'événement marquant du XVIIIe, c'est vers la fin du XVIIIe, la Révolution française. Et c'est pour ça qu'effectivement la partie qui est dans le noir de la rue de Paris, le décor extérieur, plutôt que de faire quelque chose d'assez triste ou plat, on a représenté la Bastille au moment où elle est prise justement par la révolutionnaire. Mais il y a un problème sur cette Bastille, c'est que l'on voit le drapeau actuel, le drapeau tricolore bleu, blanc, rouge. Ah oui. Or, ce drapeau, il n'est pas arrivé tout de suite au moment de la prise de la Bastille. Il est assez contemporain, mais il s'est quand même passé un petit moment entre le moment où on fait tomber la Bastille, littéralement, dans les jours qui ont suivi, quand on a commencé à la détruire pierre par pierre, et puis l'apparition du drapeau, ça s'est pas fait comme ça en un jour. Drapeau qui d'ailleurs au passage reprend les couleurs de Paris, le bleu et le rouge, et chose qu'on oublie un petit peu, c'est qu'au départ le roi il a pas tout de suite été mis de côté à la Révolution, il faisait partie encore du pouvoir de décision. Et ce qui fait qu'on a inclus la couleur du roi, le blanc, entre le bleu et le rouge de Paris. Et c'est ça qui est à la base de notre drapeau tricolore. Et on va dans la rue de Paris. Et juste avant d'entrer au 19e siècle, forcément entre le 17e et le 19e, c'est le 18e. Et là, c'est un exemple de l'architecture telle qu'on faisait à l'époque de Louis XV. Et tu as un endroit très pratique pour les parents, le relais pépé, où tu vas pouvoir changer ton enfant, le nourrir. Il y a même un micro-ondes, donc c'est un endroit assez sympa pour les parents. Okay. Bon, on est rentré à l'intérieur du bâtiment. Donc du coup, on a une nouvelle époque. Et pour ceux qui ont connu, derrière moi, là, il y avait un mur. Et pourquoi il y avait un mur? Parce que ça créait une chronologie à notre visite. Donc je crois qu'ils ont cassé le mur à partir des années Halloween. Mais du coup, Guigui, quelle était la chronologie?
Oui, parce que là maintenant quand on rentre dans cette partie-là en venant de la partie médiévale, on est tenté d'aller tout droit et le problème c'est qu'on va trop vite dans le temps. On arrive dans le tout début 19e où on est dans un Paris qui est avec des maisons complètement tordues. On avait vu au Moyen-Âge que les maisons étaient à colombage, on voyait le bois, on voyait comment c'était fait, sauf qu'après on a recouvert ce bois avec de l'enduit pour limiter les incendies, pour avoir un air un peu plus aussi important. Et puis maintenant les maisons que l'on voit dans la partie qui est à gauche, là où il y a la maison de poupée qui nous fait la scène théâtralisée, toute cette partie-là, on voit les maisons qui sont complètement enduites. Alors que si théoriquement les maisons étaient faites de façon historique, on casse l'enduit et encore les maisons à colombage en dessous. Et progressivement, en avançant sur la droite et en suivant le chemin normal historique tel que ça a été conçu, on a tout de suite sur la droite un immeuble construit par le baron Haussmann et qui va faire rentrer Paris dans la modernité, et donc ça nous approche de l'époque de Napoléon III. Mon petit Guigui, est-ce qu'on n'irait pas acheter des timbres pour envoyer une lettre ? Et oui, parce que alors c'est surtout les parents et peut-être les grands-parents, on va plutôt miser sur les grands-parents qui peut-être vous ont déjà dit est-ce que tu peux m'emmener au PTT, il faut que j'aille poster une lettre. Et les PTT ça vient de là. Alors il manque un T, c'est celui du télégraphe. Normalement c'est poste, télégraphe, téléphone. Et c'était l'endroit où on concentrait tous les moyens de communication justement, puisque le téléphone on pouvait pas l'avoir partout. Les numéros étaient très courts, on était reliés à des postes par des lignes, il y avait les fils qui couraient dans tous les sens sur les toits, c'était absolument monstrueux. Mais c'était le début de la modernité où on pouvait communiquer facilement. Et les réseaux de poste, de téléphone et de télégraphe étaient répartis dans les bureaux qui étaient dans toutes les villes importantes. Et c'est un bâtiment, on pouvait rentrer dedans, il y avait vraiment des téléphones. Je me demande si on pouvait pas acheter des timbres. Bon, quand on est dedans, on a une petite référence avec la prise de la Bastille parce que on est sur la place du 14 juillet. Donc voilà, on voit les Français fêter la fête nationale à peu près un siècle plus tard. Guigui l'a évoqué tout à l'heure, la maison des poupées s'appelle l'Hôtel des artistes car tu vas y retrouver des artistes de l'époque comme Victor Hugo ou encore Paul Verlaine. Donc malheureusement là c'est plus trop en état, mais il faut en profiter parce que bientôt ça n'existera plus. Et juste pour information, la voix qu'on entend c'est Pierre Tchernia. D'ailleurs, au tout début quand ils appellent, devant le bâtiment, il y avait un monsieur avec une orgue de barbarie. Dans la rue de Paris, on peut voir des immeubles comme celui-ci où des pierres dépassent de la façade. Ces pierres, c'est exactement comme on peut en trouver dans n'importe quelle rue en France ou en Europe, où quand on construit un immeuble, on va attendre parfois pendant des années, parfois ça n'ira jamais, la construction d'un autre immeuble à côté. Et ce qui fait que les pierres ici servent à encastrer les deux immeubles l'un contre l'autre pour qu'ils soient plus solides. Petite référence ici à Francis Hugon, créateur de la société AAB qui a fait les décors notamment de la rue de Paris. On est devant une petite impasse. En fait, t'as plein de petites fausses rues, comme si tu pouvais partir loin. Et là, on est devant une rue importante. Et oui, c'est tout petit coin, c'est une impasse, c'est son nom, mais c'est l'impasse Poubelle. Et Monsieur Poubelle, Eugène René Poubelle, c'est pas n'importe qui. Si justement ce nom-là ça vous dit quelque chose, c'est grâce à lui. Il a fait un arrêté en 1884 qui a obligé justement les Parisiens à mettre tous leurs déchets dans des bacs qui étaient ensuite récupérés une fois qu'ils étaient déposés dans la rue. Donc le concept de la poubelle, du ramassage des déchets, c'est Eugène Poubelle. Et sans ça, on en serait encore comme dans la rue de Paris du Moyen-Âge, acheter les déchets par la fenêtre et à marcher dedans. Et en 2024, ils rejettent par terre. Voilà. Mais bon, du coup, ça a pris le nom de son créateur. Petit easter eggs et archives. Tu vois, il y a un petit chat là-haut qui a l'air d'être sur un rail. Donc je pense qu'à l'époque, c'était animé. Je pense que ça devait être super sympa. Pour percer le parc, au parc Astérix, ici, c'est l'entrée de la Maison de la Peur. Maison hantée qui a disparu. Mais du coup, c'est une archive. Et là, tu peux voir atelier photographie et des rideaux rouges. En fait, à l'époque, tu pouvais te prendre en tenue d'époque. Donc ça devait être sympa à faire. Et la deuxième maison hantée, Mission Perdue, qui se situe un petit peu dans les anciennes toilettes. Je sais pas si t'as connu, mais ici, avant, il y avait des toilettes. Oh, Kiki, regarde, il y a un train. Il a déraillé. Ah oui, là, on est en plein accident, là. Donc ça c'est historique, ça s'est passé le 22 octobre 1895 et on est à la gare de Montparnasse et à ce moment-là il y a le train qui arrive mais il arrive trop vite en gare et nous ça semble bizarre parce que qu'est-ce qu'il fait au plafond là à cette époque-là il y avait les rails qui avaient été posés en hauteur et le quai se trouvait à l'étage en réalité, ce qui fait que quand il vient trop vite et buter dans le quai, il se retrouve à traverser la gare, traverser la façade aussi, mais là
c'est une action qui est encore en mouvement. Parce que le train, ils allaient pas mettre la locomotive par terre, parce que la vraie locomotive, elle a fini au sol. Et malheureusement, en contrebas de la gare, il y avait des marchands, et il y avait une marchande justement qui se trouvait en contrebas, et malheureusement, elle est décédée. Dans cette partie intérieure, tu as aussi 2 boutiques, le bazar universel, anciennement appelé le coffre à jouets, et tu as aussi au Petit Lutèce, donc ça avant c'était le bonheur des dames. J'aurais tellement vu une boulangerie dans cette partie-là, ça aurait été tellement typique. Et en termes d'attraction, j'aurais tellement vu un ascenseur d'époque en folie, ça aurait été génial. Bon, on a changé d'époque, on est passé au XXe siècle, donc on est sorti du bâtiment. Et malheureusement ici, il reste plus grand chose de ce qu'il y avait à l'époque, parce qu'il y a beaucoup de travaux, le parc veut en gros se rapprocher de la BD apparemment, et donc du coup tout ce qui est un petit peu hors sujet, ça va disparaître. Donc on avait par exemple la National 7, derrière on avait Animal Studio, on avait la Guinguette, exactement, les jeux de Rigolini, du coup là où il y avait la foire aux citrouilles de base, c'était des jeux, c'était très animé. Alors, on a en termes d'attraction les chaises volantes, donc on voit qu'on commence à arriver vers notre époque à nous. On a l'Oxygénarium, qui est une invention de Ferdinand de Tefele lors de l'exposition universelle de 1900, je crois, 1905. Là, l'entrée, quand on va dans le 19e, on retourne au 19e, le décor qui est là, c'est le décor de l'exposition universelle de Paris qui potentiellement est de celle de 1900. D'ailleurs, je me demande si il n'y avait pas écrit exposition universelle. Mais bon, voilà, il n'y a plus grand chose. Derrière, il y a Mamba sur la Joconde qui existe encore, mais du coup qui est début 1900. On a le cirque à côté. Sur la gauche du cirque, tu as un vestige de l'ancien nom du cirque qui s'appelait à l'époque le festin du cirque. Et ça, bon après attention menhir, on voyait que déjà on commençait à évoluer dans une zone qui n'a plus rien à voir avec la rue de Paris. Donc c'est un peu tristoun quand même. Je suis triste. Je pense que je vais pleurer. Parce que c'est un peu ce qui a fait que le parc Astérix est devenu le parc Astérix. C'est du esprit Astérix sans pour autant copier la BD. Et là maintenant on aura plus de la BD. Parce que si tu as regardé la vidéo avec Jean-Marc Toussaint sur le Transdémonium, tu as pu apprendre qu'à l'époque tu pouvais pas faire ce que tu voulais avec la licence. Maintenant c'est un petit peu plus facile. Donc je pense que maintenant Astérix sera beaucoup plus présent dans le parc. Ce qui est bien aussi, mais d'avoir des créations autres qui sortent un peu de la BD, moi j'aimais bien. C'était beau quand même ici. Et puis surtout pour ceux qui sont pas trop dans l'univers Astérix, parce qu'il y en a aussi qui viennent au parc Astérix, soit que pour les attractions ou qui sont un peu poussés par la famille. Et donc là ça faisait un peu une sorte d'échappatoire où ils sortaient de l'univers Astérix. Oui, et puis un peu de culture, ça fait pas de mal. En l'occurrence oui, parce que il y avait d'ailleurs le spectacle, on n'a pas parlé, mais il y avait le spectacle qui a existé en 2016-2017 où il y avait 2 personnages anachroniques et je sais plus comment s'appelait le monsieur. Oui, ça s'appelait Suivez les guides. Voilà, et donc il nous racontait l'histoire de la rue de Paris. Avec des touches d'humour, en parlant des maladies de Louis XIV, en faisant des références à la locomotive aussi. Enfin voilà, il y avait toute une histoire. J'aimais bien les suivre d'ailleurs quand on passait la journée au parc. Je disais tiens, ça y est, le spectacle il commence. Et on traversait toute la rue de Paris. Ça portait un petit plus. Il y avait une petite quinzaine de personnes qui suivaient, des gens qui allaient, qui venaient, mais bon, c'était sympa. Ça portait un petit plus historique. Parce qu'au final, il y a de quoi raconter sur le parc Astérix en termes d'histoire. C'est clair. Il y a plein de trucs qu'on a survolé. Il y a plein de trucs qu'on aurait pu dire. Il y a des choses qui ont disparu. C'était vraiment très poussé, parce que c'est Tchernia qui a participé beaucoup à cette zone, parce que je crois qu'il aimait beaucoup l'histoire. Donc du coup, c'est aussi bien d'aller au parc et de faire des choses hors attraction. Ça fait des pauses dans la journée. Et c'est vrai qu'à son heure de gloire, il y avait tous les artisans, tout ça. Il y avait vraiment de quoi passer des heures sans faire de file d'attente au final. C'était la zone la plus vivante du parc au final. C'est ça, et c'est devenu la moins vivante, sauf à Halloween. Voilà. Bon voilà, la vidéo se termine. Merci Guigui de m'avoir aidé quand même. Merci à toi de m'avoir à nouveau invité. N'hésitez pas à aller voir la chaîne de Guigui si vous voulez encore en savoir un peu plus sur l'histoire. Mais là, ce coup-ci, c'est sur l'histoire de Compiègne. Oui, mais Compiègne étant capitale de la France pour moi, à une époque, elle l'a été vraiment. En suivant l'histoire de Compiègne, on suit un peu l'histoire de France quelque part. Voilà, donc c'est la continuité, tu vas sur sa chaîne. Bon, dis-moi dans les commentaires si tu as des questions. Si toi il y a des trucs qui te semblent importants de dire sur cette rue de Paris, mais il y avait tellement de choses à dire qu'on essaie de synthétiser. Enfin voilà, tu t'éclates dans les commentaires. Si tu as aimé la vidéo, n'oublie pas de la liker, ça fait toujours plaisir et ça fait vivre la chaîne. Si tu découvres la chaîne grâce à cette vidéo, n'oublie pas de t'abonner juste en dessous, il y a un petit bouton. Ici on parle des parcs d'attractions et tout ce qui est lié au divertissement toutes les semaines. Sur ce, il nous reste plus qu'à te faire des bisous. Et bim!